inside, and if you don't feel the same, lie to me. Uwe Boll, réalisateur de Blood Rain. Michael Keaton Jones, réalisateur de Basic Instinct 2. Kenan Ivory Williams, réalisateur de Little Man. Ce sont de très mauvais réalisateurs et de très mauvais films, n'est-ce pas? Incapables de faire un plan intense ou un peu différent, incapables de diriger correctement des acteurs, ne faisant pas attention à l'efficacité de ce qu'ils essayent de mettre à l'écran, devenant ainsi ridicules et pas crédibles. Vous êtes d'accord? Vous êtes entièrement d'accord avec moi? Donc pourquoi, bordel de merde, avec ces 3 handicapés cinématographiques, c'est Shyamalan qui a reçu le Razzie Award de pire réalisateur pour La jeune fille de l'eau? Y a pas besoin d'avoir fait l'école du cinéma pour comprendre la supériorité de ce film. Encore plus face à cette merde de Blood Rain. C'est pour ça que je déteste les Razzie Awards. Il faut leurs spécialistes du cinéma, les gars qui savent ce que sont des bons mauvais films, mais ils sont même pas capables de voir que Shyamalan dirige ses acteurs, sait transparaître une émotion et tient ses promesses et une atmosphère et une image sublime. Vous aviez peur que Uwe Boll vous invite à un match de boxe ou quoi? Quand je pense que vous n'avez même pas nominé le réalisateur de Super Noël 3 ou de Massacre à la tronçonneuse le commencement comme pire réel, mais que vous avez mis Shyamalan et Ron Howard, ne fait que montrer que vous choisissez vos pires réels juste pour énerver les fans, c'est tout. Vous êtes des connards de trolls. La jeune fille de l'eau est une adaptation d'un livre pour enfants que Shyamalan a lui-même écrit. Ce conte avait pour but de raconter aux enfants ce qui se passe dans leur piscine la nuit, racontant le périple d'une nymphe à la recherche d'un humain à qui elle doit donner l'inspiration. Et non, je sais très bien que le fait d'adapter soi-même un bouquin qu'on a écrit fait penser au bordel qu'est Arthur et les Minimoys, mais je vous le dis, la jeune fille de l'eau est à 1000 années-lumière de cet enfantillage qu'est Arthur. Mais enfin, croyez-le ou non, mais quand Shyamalan a proposé ce projet à Buena Vista, une compagnie Disney, ils ont trouvé ça ridicule et ont rejeté le projet. Disney, la compagnie que ces soi-disant spécialistes décrivent comme n'étant que niaiseries, contes de fées et autres trucs pour enfants, a accepté de produire Incassable, Signe et le Village, des thrillers psychologiques assez matures, mais refuse de produire le conte de fées de Shyamalan parce qu'ils trouvent ça stupide. Ça fait quoi de se sentir à côté de la plaque, messieurs les anti-Disney, hein? Mais enfin, le projet tenant à cœur à Shyamalan, il s'est donc tiré du studio Buena Vista et est allé le proposer à la concurrence, pour qu'au final le projet soit lancé par Warner Bros. Malgré tous ces problèmes, James Newton Howard reste fidèle à son réalisateur attitré et Bryce Dallas Howard les rejoint dans ce second projet commun. Le film commence avec une séquence d'intro. Il y a bien longtemps, l'homme était lié aux êtres de l'eau. Il nous inspirait. Il parlait de l'avenir. L'homme écoutait. Et tout se réalisait. Mais l'homme n'écoute pas très bien. Le besoin de l'homme de tout posséder l'entraîna plus avant à l'intérieur des terres. Le monde magique de ceux qui vivaient dans l'océan et le monde des hommes se séparèrent. Au fil des siècles, les êtres du monde de l'eau renoncèrent à nous approcher. Le monde de l'homme devint plus violent. Les guerres succédaient aux guerres, car il n'y avait plus aucun guide à écouter. Et voilà que les créatures de l'eau se remettent à essayer d'entrer en contact avec nous. Une poignée de précieux jeunes gens a été envoyée dans le monde de l'homme. On les dépose au cœur de la nuit, là où l'homme vit. Il suffit que quelqu'un les aperçoive, et l'éveil de l'homme adviendra. Ils essaient d'aider l'homme. Mais l'homme pourrait bien avoir désappris à écouter. J'adore la voix du mec, il a vraiment une sagesse et une douceur liée à un petit côté rocker dans sa voix. Elle donne vraiment un plus à l'atmosphère du film. De plus, je vois déjà les mecs qui vont dire « Eh Alice, les hommes sont cons, ils veulent pas écouter, ce ne sont que des salauds, niais, on va se faire chier pendant 1h50 ». Je tiens juste à préciser que ce qui est expliqué dans cette narration est quasiment occulté dans le reste du film. C'est un autre truc que j'aime bien. De nos jours, les séquences d'intro de narration servent juste à
cool, rendant ironiquement ça ridicule, et sont complètement inutiles parce que quelques instants plus tard, on racontera cette histoire au héros et donc aux spectateurs, gâchant ainsi le suspense qui plane jusqu'à la scène où justement les héros découvrent l'histoire. Oui, je fais référence à notamment Dragon Ball Evolution et TMNT. Mais comme dans Le Seigneur des Anneaux, cette séquence apporte en effet quelque chose au scénario, le passé commun entre êtres de l'eau et les hommes. De plus, l'animation simpliste au style préhistorique a un certain charme. Et petit détail qui me fait marrer, les logos des studios qui produisent ce film sont raccourcis, un petit peu comme dans les trailers. Généralement dans un film, quand on commence, on montre toujours la séquence logo en entier. Ici c'est genre, ouais, mettez vos logos, mais vite fait, c'est moi le réal, c'est à moi qu'on s'intéresse. On enchaîne ensuite sur notre héros, Cleveland, joué par Paul Giamatti. Et comme toutes les premières scènes dans un film de Shyamalan, il présente de façon claire et simple ses personnages. On voit que Cleveland est l'homme à tout faire dans un motel, qu'il est bègue, qu'il ne croit pas aux créatures fantastiques, et qu'il a un certain courage et une certaine combativité. Bon d'accord, il essaie seulement de tuer un truc moisi dans une plomberie, mais ça montre qu'il n'est pas facilement intimidé. On enchaîne sur les différents locataires du motel. Monsieur Pérez de la Torre et ses 5 filles, Monsieur Farber, un nouveau locataire critique de cinéma joué par Bob Baladan, ouais vous vous souvenez, le bureaucrate snob dans Street Fighter, Young-Son, une jeune étudiante qui vit avec sa mère et qui partage avec Cleveland une certaine passion pour la littérature. J'adore la manière dont Fader la regarde. On ne sait pas s'il a une érection ou s'il se demande « Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Où j'ai atterri ?» Reggie, joué par Freddy Rodriguez, le frère de Carla dans Scrubs. Sangano. Qui a la particularité de se muscler d'un seul côté. 11 cm et demi de différence entre un côté et l'autre. Regardez. Et devinez la différence entre mes cuisses. On croise aussi Monsieur Leeds, qui reste silencieux et observateur. Soi-disant, il est là depuis toujours, mais on en reviendra. On a ensuite Madame Bells, une petite dame qui adore les animaux. Un groupe d'adolescents, Stone, se posant des questions très existentielles. Ben quoi, schlingage? Un peu que c'est correct. Le fait de schlinguer. Mais ça existe pas, schlingage, mec. Jamais dans notre genre, on l'a fabriqué, je sais pas où, et toi, tu nous le ressors. Ça vaut pas les scènes finales des épisodes de Earl. Et enfin, on ne les voit pas dans cette séquence, mais on a Monsieur Dury, joué par Jeffrey White, un spécialiste des mots croisés, et son fils, joué par Franklin. Ce dernier a de drôles de pensées en parlant de ses boîtes de céréales. Les couleurs de ce paquet sont les mêmes que celles de ta voiture. Peut-être qu'on devrait la prendre pour aller voir tante Sylvia. Et enfin, on a Madame Butchnik, qui adore dire des trucs intimes sur son mari. Il a une grosseur sur le qui. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Cleveland s'interroge sur des agissements dans la piscine durant la nuit. Le filtre se remplit en une seule nuit et il entend des gens s'y baigner. Un soir, c'est la fois de trop et finit par aller voir ce qui se passe dans la piscine. Hey, je vous ai vu! Je vous ai vu! Sortez de cette piscine immédiatement! Ne sortant pas de l'eau, Cleveland s'inquiète, mais pris de panique, il finit par glisser et à tomber dans la piscine, inconscient. Il se réveille, en vie, dans sa chambre, avec à côté une jeune femme à moitié dénudée, qui dit s'appeler Story, et de venir du monde bleu. Cleveland essaye de comprendre ce qui se passe en discutant avec elle, et c'est là qu'il remarque quelque chose. Pourquoi je ne bégayais pas? Story lui demande s'il ne ressent pas un émerveillement, comme un picotement à l'intérieur. Apparemment non, elle en conclut donc « ce n'est pas vous ». Cleveland lui dit qu'elle ne peut pas rester là, mais elle veut pas sortir parce qu'elle a peur. Un petit moment après qu'elle se soit endormie dans ses bras, Cleveland lui demande qui elle est, et dit inconsciemment le mot « narf ». Après, Cleveland la prend pour la poser sur une chaise longue de la piscine, mais il remarque quelque chose dans l'herbe. J'adore cette scène. Il voit une sorte de loup menaçant, et donc discrètement, il se retourne discrètement, se dirige doucement vers sa chambre et... Génial. J'adore la manière dont il panique. Quand il se capte que Story crie, il fait genre « Oh putain !» Encore une fois, cette scène est volontairement ridicule. Parce que c'est ce que nous fait la panique.
Elle nous donne une réaction de peur et de folie, nous montrant totalement ridicule. C'est fait pour, c'est réaliste. Et c'est aussi pour ça que cette scène est marrante. Mais enfin, le lendemain, la créature a disparu. Cleveland prévient les autorités de la présence d'une bête, mais cela n'aide pas beaucoup. Il va ensuite parler à Young-Sun, lui demander ce qu'elle sait sur les Narfs. Elle lui explique que c'est dans un conte que lui racontait sa grand-mère. Alors elle emmène Cleveland à la personne qui en sait le plus, sa mère. On voit que sa mère est assez spéciale, en plus de ne pas connaître la langue locale. Une nymphe. Dans l'histoire dont on parle, c'est une nymphe aquatique. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, s'il vous plaît? Dans l'histoire, elle doit être vue par un être humain qui a été choisi pour elle. Cette personne s'appelle le vaisseau. Voir la nymphe va éveiller quelque chose dans l'être choisi. Si elle y parvient, elle repartira avec le grand Itlon, un aigle géant, et deviendra libre. Elle ne m'en dira pas plus. Elle dit, pourquoi t'es pas comme ta sœur aînée qui a épousé le dentiste? Cleveland comprend alors que c'est ce vaisseau qui a amené Story ici, et décide de l'aider à le trouver. Story ne sait rien de lui, mais sait que c'est un auteur, qui écrit des choses importantes, soi-disant. Cleveland va voir les différents locataires. Vous n'avez encore rien écrit? Non, je n'ai rien écrit depuis un moment. Je crois savoir que vous êtes écrivain, Madame Bell. D'où est-ce que vous sortez ça? Peut-être que... J'ai lu votre... bouquin. Ça, ce serait la meilleure. Il n'est plus édité depuis 20 ans. Est-ce que vous écrivez quelque chose, Monsieur Dury? Un roman, peut-être? Hélas, non. Mes compétences se limitent aux mots croisés. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'a écrit quoi que ce soit ces temps-ci. Un essai ou autre chose. Zéro essai chez nous, mon pote. Lors de sa recherche, il retombe sur Young-Sun, qui lui parle d'un autre élément du conte. Elle m'a parlé de méchants dans l'histoire. Ces individus s'appellent des Skrunts. Ils tueraient les Narfs quand elles se trouvent hors de l'eau. Ils peuvent s'aplatir complètement. Leur dos est couvert d'herbe. Mon arrière-grand-mère disait que c'est pour ça que les hommes ne les voient jamais. Sur les pelouses, on les prend pour des bosses. Et pendant ce temps, Story récupère quelques objets qui attirent sa curiosité dans la chambre de Cleveland et tombe un moment sur son journal, qu'elle commence à lire. Finalement, Cleveland se souvient qu'il y a en effet un auteur dans le motel, en la personne de Où qui se cache Night. Bingo! Ouais, cette fois, Shyamalan s'est confié un rôle un peu plus voyant et important au scénario que les autres fois. Donc, ouais, encore une fois, c'est arrivé tôt. Il joue Vic, un jeune auteur vivant avec sa sœur. Il s'avère qu'il retarde volontairement l'achèvement de son livre, le livre le plus important de l'histoire. Petite cuisine, un livre de recettes? Oh, tout ça devient délirant. Pas tant que ça. Si dans le futur il y a une catastrophe qui amène l'humanité à une régression qui les emmène à ne plus savoir cuisiner... Non, je déconne. Ce titre cache autre chose, bien sûr. Ce livre serait plutôt philosophique et politique. Le choix de Shyamalan de jouer ce rôle a attisé la critique les plus sévères imaginables, ainsi qu'un Razzie Award pour pire second rôle. Putain de merde, enculé de... Mais bon, on y reviendra.